Ce podcast vous est présenté par 3IS Bordeaux. Bonjour à tous et à toutes. Chaque année, 3IS organise un forum entreprise au sein de ses locaux et invite de nombreux professionnels. Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir Anne-Laure Joanne de l'ALCA, Marie Rateau du bureau d'accueil des tournages de la Gironde, Thierry Borde, directeur adjoint de Ciné-Passion du département de la Dordogne, David Fouché, producteur des films du Temps Scellé et membre de la PENA, ainsi que Benoît de Conchat, machiniste, et Mathias Mounier, régisseur, représentant l'association Latana. Tous sont venus ce jour pour nous parler des réseaux professionnels en Nouvelle-Aquitaine lors d'une conférence animée par Benjamin Bardel et introduite par Gilles Chantemerle, directeur des études de 3IS Bordeaux. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue. Je souhaiterais évidemment souhaiter la bienvenue à tous les intervenants et à tous les professionnels qui ont accepté de participer à notre forum entreprise aujourd'hui, et puis bienvenue à tous les étudiants de 3IS pour évidemment cette journée. Vous connaissez notre attachement à l'ancrage au monde professionnel, et donc nous vous souhaitons une excellente journée avec pleine de richesse, pleine de réflexion. Pour cela, je vais tout de suite passer le micro à Benjamin Bardel, qui est journaliste. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux sous ce beau soleil en ce jeudi matin. J'espère que vous allez être enrichis par les témoignages passionnants des professionnels qui sont avec vous ce matin, et vous allez être nombreux aussi à les rencontrer en face à face cet après-midi. Vous l'avez compris, on va démarrer avec cette première table ronde sur les réseaux du cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. Vous allez voir, c'est riche. On fait partie des régions les plus actives en nombre de tournages, en nombre de journées de tournage en France. Et ces personnes qui sont avec moi vont vous le confirmer aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très dynamique à Bordeaux, en Gironde, en Dordogne et partout en Nouvelle-Aquitaine, parce que les tournages sont de plus en plus nombreux et c'est tant mieux, mais il est important aussi de structurer ce réseau, et on va en parler avec vous tous. Merci à vous tous d'être là. Et puis tout à l'heure, vers 11h également, deuxième table ronde très intéressante sur l'éco-responsabilité sur les tournages, avec justement cette notion de tournage où l'on fait un petit peu plus attention justement à l'écologie, mais aussi à l'humain, à l'utilisation des camions et de tout ce qui en découle autour d'un tournage. Vous allez le voir, c'est aussi très intéressant. Vous l'avez vu, donc très beau casting ce matin avec Latana, l'association des techniciens audiovisuels de Nouvelle-Aquitaine, Benoît de Conchat, machiniste, et Mathias Mounier, régisseur général adjoint, sont là. La PENA, produire en Nouvelle-Aquitaine, association des producteurs audiovisuels et de cinéma de Nouvelle-Aquitaine, représentée par David Fouché, producteur des films du Temps Scellé, qui est à côté de moi. L'ALCA, l'agence livre cinéma audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, avec Anne-Laure Joanne, chargée des programmes, commission régionale du film, et puis des bureaux d'accueil de tournage, bureau de Gironde, avec Marie Rateau, responsable du bureau d'accueil des tournages de Gironde et de Dordogne, avec Thierry Borde, directeur adjoint. Et en ce moment, ça a beaucoup bougé en Dordogne, on va en parler avec un certain Ridley Scott, qui a fait beaucoup parler de lui, dans une zone, je crus comprendre, extrêmement protégée, difficile d'accès pendant les tournages. On va d'abord commencer avec la Gironde et Marie Rateau, puisqu'on est à Bordeaux, on est à Bègles, on est en Gironde, donc démarrons dans notre département. Marie Rateau, le bureau d'accueil tournage Gironde, évidemment, il s'intègre dans un réseau national, dans un réseau régional. Oui. Présentez-le en quelques mots. Donc le bureau d'accueil des tournages de la Gironde, bonjour à tous, est un bureau d'accueil des tournages qui est intégré au réseau national Film France de 2008. Donc Film France, c'est vraiment la tête de réseau en fait de tous les bureaux d'accueil de tournage. C'est une entité qui est quand même très importante pour tous les BAT, puisque il s'occupe un peu de développer tous les outils dont on a besoin, notamment des bases de données, de lieux de tournage. Je pense que pour la plupart, vous la connaissez peut-être, puisqu'on a des fois des demandes qui sont rattachées à cette base-là. Et la base de données des techniciens aussi et des comédiens. Donc tous ces outils-là sont développés par notre tête de réseau, en fait, et tous les BAT peuvent utiliser en fait, ces outils-là. On s'intègre également en fait, en Nouvelle-Aquitaine dans un réseau régional, puisque nous sommes assez nombreux à être des bureaux d'accueil départementaux au sein de cette grande région en fait, Nouvelle-Aquitaine. Alors on parle de réseau, Marie Rateau, un BAT en Gironde, ça représente
un agenda, un réseau de combien de personnes entre tous les professionnels? Vous arrivez à chiffrer ça? Alors oui, on le chiffre puisqu'on les référence en fait. Donc Ouais. on essaie de référencer en fait tous les professionnels du département. En Gironde, il y a à peu près 350 techniciens qui résident sur le département. Donc tout corps de métier confondu, des chefs de poste aux assistants, et vraiment tout le monde est représenté. Les comédiens, on est à peu près à 250 comédiens référencés, même si c'est un petit peu différent en fait, sur l'embauche des comédiens, on travaille beaucoup plus avec le tissu technicien en fait, que comédien. Et des prestataires, des studios, TSF en face, enfin voilà. Et oui, le TSF, on va leur faire un petit coucou tout à l'heure, on en parlera, ils sont voisins. Qu'est-ce que ça représente pour vous la notion de réseau? Un réseau, c'est pas juste un carnet d'adresses et une bourse à l'emploi, on est bien d'accord? Non, pas c'est du quelque tout. chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus profond. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui fait en fait que vous allez pouvoir en fait travailler aussi dans ce milieu-là. Le réseau, c'est vraiment en fait ce qu'il y a de plus important, avec les compétences évidemment. Mais une fois que vous avez les compétences, si vous n'avez pas le réseau, ça va être compliqué. Donc il faut vraiment pouvoir développer les rencontres en fait, les rencontres qui sont qualitatives. Comment est-ce qu'on fait justement pour intégrer un réseau? Là, il y a des étudiants qui arrivent en fin d'études. C'est bien beau d'avoir un diplôme. Ensuite, on se retrouve dans la nature. Il faut rencontrer les professionnels. Si vous voulez être un technicien, il faut pouvoir rencontrer d'autres professionnels. Comment ça marche quand on démarre? En fait, voilà, il faut arriver à les rencontrer. Donc, vous avez 2 représentants d'Atana. Et ne les lâchez pas aujourd'hui, ne les lâchez pas. Ils sont là, regardez-les bien. Après, on les relâche dans la nature. Vous allez avoir plus de mal à les approcher. Mais très concrètement, comment ça marche? Mais vraiment, c'est ça en fait, c'est pouvoir rencontrer en fait des professionnels pour pouvoir commencer à travailler et avoir un premier poste en fait sur un plateau de tournage et sur ce plateau de tournage rencontrer de nouvelles personnes et pouvoir se faire connaître en fait au fur et à mesure des expériences. Alors vous me disiez en préparant cette matinée que la vraie difficulté, même quand c'est bien structuré, parce que vous avez quand même un peu de bouteille, vous connaissez bien le métier, et puis la Gironde, il y a beaucoup de tournages, c'est le plus grand département de la métropole en France, oui. en surface. Oui, après la Guyane, enfin voilà, en France après la Guyane. Exactement, donc en métropole. La complexité, c'est parfois de trouver les bons interlocuteurs. Exactement. Pourquoi ? Parce que les autorisations, il faut demander des autorisations de tournage, évidemment, à chaque fois qu'on veut tourner quelque part. Il y a des endroits qui sont plus compliqués à tourner, d'une part parce que c'est des interlocuteurs qui sont compliqués à trouver déjà, et d'autre part parce qu'il y a des sites sensibles, notamment sur le littoral, oui. où il y a beaucoup d'entités en fait qui sont représentantes en fait de ces endroits-là. Il peut y avoir le Conservatoire du littoral, il y a la direction des territoires de la mer, il y a l'ONF, et donc en fait il faut vraiment savoir. C'est l'Office national des forêts. Exactement. Il faut vraiment savoir à qui demander en fait. Voilà. Donc nous on est là aussi pour ça, pour pouvoir faciliter en fait ce travail-là de recherche auprès des professionnels. Alors comment ça se passe, un travail de recherche ? En fait, nous aussi, on rencontre beaucoup de personnes et on essaie vraiment de savoir, quand une production veut tourner quelque part, à qui il faut aller demander quelle est la personne avec son mail, avec son numéro de téléphone et un nom, en fait, voilà, un interlocuteur qui va pouvoir débloquer des situations pour pouvoir donner une autorisation de tournage. Donc il y a évidemment les contraintes techniques, les autorisations pour protéger les lieux, etc. Et puis, est-ce qu'il y a aussi une contrainte ? Évidemment, il y a une contrainte artistique pour éviter de proposer aux productions toujours les mêmes endroits. Même si l'endroit est bien, même si vous y avez déjà travaillé, il faut à chaque fois se dire sur le même territoire, il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs parce que ça peut aussi, il peut y avoir une certaine lassitude aussi au bout d'un moment en fait de certains lieux. La dune du Pilat, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. La dune du Pilat n'autorise pas les tournages. On adore. Voilà, surtout. Voilà, donc il faut le savoir. Y a pas de... Non, bon, alors c'est pas la peine. On la voit en drone, quoi, hein, dans certains films, dans documentaires, etc. On la voit en drone. Après, c'est géré par le syndicat mixte de la Grande Dune, qui contrôle l'image en fait de la dune. Donc ça va au-delà en fait des contraintes techniques pour la dune du Pilat. C'est vraiment, ils veulent contrôler l'image et donc ne sont autorisés que les tournages à vocation documentaire qui mettent en valeur en fait le patrimoine de cette dune-là. En fait. Et Guillaume Canet. Et Guillaume Canet. Qui a réussi à bien la placer aussi dans ses films. Voilà. Donc justement, pour chercher des nouveaux endroits,
Vous avez des dénicheurs, c'est ce réseau encore. Vous allez trouve-moi. Alors ça c'est notre boulot aussi Ouais. de pouvoir aller chercher en fait de nouveaux lieux. Donc en tant que bureau d'accueil de tournage, on fait des pré-repérages en fait sur certains sites Ouais. pour essayer de trouver des nouveaux lieux qui peuvent correspondre à des demandes en fait de production. Après c'est du cas par cas et à chaque fois chaque nouveau film en fait c'est une nouvelle demande en fait. C'est quand même. C'est passionnant. Hein. Tout à fait. Parce que c'est un renouveau à chaque fois. Oui. Parlez-moi également de cette année et de l'année dernière, mais 2019-2020. Bon, on sait que la Gironde fait partie des départements en France où il y a beaucoup de demandes parce que c'est riche Il y a beaucoup de demandes. en paysages. Oui. Quelles ont été les grosses productions? Quelles seront les grosses productions? Sur quoi vous avez et sur quoi vous allez travailler? Alors sur ce sur quoi on a travaillé, on avait travaillé sur une série chinoise dont on a fait une projection la semaine dernière qui avait vraiment employé beaucoup de techniciens en fait. Hein. Il y a beaucoup de techniciens qui ont fait leurs heures avec cette série-là. Ouais. Série qui s'appelle Crocodile and Two Big Birds. Voilà, c'est ça. Je crois que ils sont restés très longtemps à Ils sont Bordeaux, en Gironde. ils ont tourné 55 jours d'affilée. Ce qui est énorme. Hein, ce qui est énorme, mais pour une surtout production. d'affilée. Pardon. Voilà, surtout d'affilée. Donc il y avait deux équipes françaises qui tournaient. Mais ça, c'est un truc incroyable parce que je crois que c'est 100 millions de téléspectateurs, quelque chose comme ça. C'est 80 millions de téléspectateurs à la télé, mais c'est aussi diffusé sur des plateformes comme Netflix, c'est le Netflix chinois, donc sur 2 plateformes différentes. Donc en fait, je crois qu'ils sont à 890 millions de vues. 890 millions de vues en France. En France, quand une série fait un bon score à la télévision, c'est 7-10 millions à peu près. Ça, quoi. Ouais. C'est pas les mêmes échelles. Voilà. C'est pas les mêmes échelles, évidemment, ils sont 1 milliard. Évidemment, répercussion énorme pour Bordeaux et la Gironde. Ça. Oui, tout à fait. Bon, ça a été, Crocodile, ça a été une grosse prod. Ça a été une grosse production. Moi, j'aimerais bien parler aussi d'une série qui s'appelle 18h30, qui a tourné en 2 blocs, en fait, en 2019. Donc, une partie été et une partie hiver, puisque, en fait, ça se déroule sur toute l'année, en fait. Et c'est un programme court qui est sélectionné à Sérimania, en fait, cette année, en programme court. Donc, c'est vraiment... c'est une production qu'on a accompagnée, que le département de la Gironde a soutenue aussi financièrement. C'est ça. Et avec Blogothèque, je crois. C'est produit par la Blogothèque. Par la Blogothèque. Ouais. Alors c'est intéressant cet exemple-là parce que c'est une série qui a été également aidée par un fonds de soutien. Et ce fonds de soutien, il est tout récent, puisque depuis seulement même pas 1 an, ce fonds de soutien existe. C'est ça, on va fêter les 1 an en avril, Alors, fait. Parlez de ce fonds de soutien, parce que c'est important aussi pour donc votre travail. Le fonds d'aide de la Gironde, en fait, il a été créé donc, en avril 2019. Il s'intègre au fonds d'aide régional, donc il est complètement adossé en fait, au fonds d'aide régional et vient alimenter en fait, ce fonds d'aide. Il est pour autant indépendant, en fait, hein, c'est vraiment géré par le département. Et c'est un fonds d'aide à la production qui soutient le long métrage de fiction et de documentaire, le court métrage de fiction et la série de fiction. D'accord. Voilà. Et alors les projets, sur quoi vous êtes? La Gironde, Bordeaux, la Gironde et tout le département, vous travaillez sur des gros tournages à venir, 2020, 2021? Alors pour l'instant, 2020, on travaille toujours sur des séries télé, sur un téléfilm qui va arriver prochainement pour M6. Et 2021, on n'y est pas encore. D'accord, c'est vraiment... Vous essayez de pas trop travailler en amont, pas trop travailler longtemps avant? On n'a pas forcément, enfin ça arrive très vite en fait. Une fois que un film il peut se développer pendant très très longtemps, mais une fois qu'il arrive, en fait les temps de prépa sont assez courts en fait, donc ça va très vite. Comment on fait un tri dans toutes les demandes? Parce que évidemment vous êtes demandeur, mais vous refusez aussi les dossiers. Ouais, pour l'instant, ça nous est pas arrivé puisque c'est un comité de lecture en fait qui est composé de professionnels en fait au niveau de la région qui va présélectionner des projets. Les porteurs de projets vont passer en audition et à la suite de ça, c'est le comité qui va sélectionner. Pour l'instant, on n'a pas dû refuser des projets qui étaient passés en étape finale. Mais est-ce que la concurrence est rude, même en France? Oui, il y a beaucoup de demandes. Ouais. Ça veut dire que parfois la Gironde, vous pouvez perdre un dossier et le tournage ira finalement en région Rhône-Alpes, PACA notamment, c'est les 2 grosses régions tout en à général fait. très demandées après l'Aquitaine. Il y a des dossiers qui déposent dans plusieurs régions et qui vont dans la région qui est la plus offrante. Mais à vous entendre, après c'est pas propre à votre métier, mais on est là
avec la thématique audiovisuelle, cinéma, c'est quand même un combat permanent. C'est jamais gagné. C'est jamais gagné. On est très très sollicité, mais il faut savoir qu'il y a très peu de films au final qui vont vraiment venir se tourner en fait sur le département. Je crois qu'en 2019, on a eu 70 sollicitations. On n'a pas eu 70 films qui sont venus en Gironde en fait. Donc tout ça, c'est des films sur lesquels il faut travailler et pour essayer quand même de les attirer. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas, c'est passionnant. Vous êtes évidemment présente aujourd'hui. Le conseil qu'on peut donner aux futurs stars de demain et techniciens, réalisateurs qui sont là, c'est quoi le conseil s'il y en a un? Le conseil, c'est d'être très très motivé, de ne pas hésiter à aller de l'avant pour essayer de rencontrer les bonnes personnes. Aller de l'avant. C'est la journée. Hein. C'est la journée où il faut aller rencontrer les bonnes personnes. On va aller en Dordogne avec Thierry Borde, directeur adjoint du bureau d'accueil des tournages. Bon alors Thierry, la Dordogne, c'est un peu votre passion. Oui, enfin c'est le nom de notre association, ça tombe bien, hein, c'est Ciné Passion. Oui, effectivement, on est un peu là-dedans. Je l'ai senti en préparant cette table ronde. C'est vrai. Il y a le mot Dordogne, une phrase sur deux à peu près dans votre mail. Alors ça c'est parce que c'est une obligation conventionnelle avec le département. Il faut que je le dise à peu près toutes les 2 minutes. La Dordogne est belle. On vous expliquera les relations entre votre payeur et les professionnels du cinéma. Mais ça, c'est très important à bien maîtriser. Bon, Thierry, alors la Dordogne, c'est amusant parce qu'évidemment, c'est tout près de la Gironde. Et alors, on est vraiment tant au niveau technique qu'au niveau artistique, on est vraiment dans une autre dimension. C'est vraiment... Pourquoi ? On sent vraiment deux territoires très différents pour un métier comme le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Oui, alors on n'a pas une mégapole régionale, ça c'est sûr, puisque je pense que notre plus grosse capitale, c'est 25 000 habitants. Et le département, c'est 400 000 habitants, donc, sans compter les vaches. Hein, donc on est quand même sur un territoire rural. Elles peuvent servir pour un film. Oui, sauf que c'est le 4e département de France en superficie, ce qui veut dire qu'il y a. C'est ça. On peut voir beaucoup de choses sur notre département. Oui. Évidemment. Alors, ce travail en Dordogne, est-ce qu'il a une particularité ? Déjà, il est le plus ancien des bureaux d'accueil de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, voilà, on a commencé et on a fait des émules et on est très 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 heureux qu'aujourd'hui tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine soient dotés d'un bureau d'accueil. Je pense que l'exemple qu'avait donné la Dordogne a permis que ça se développe ensuite partout. Et puis les derniers arrivés, c'est l'ex-Limousin, on va dire, avec 3 départements pour un BAT, et puis l'ex-Poitou-Charentes avec 4 départements pour le BAT. Et on a été aussi précurseur puisque lorsqu'on a créé notre bureau d'accueil, on avait mis en place un fonds de soutien départemental dès le départ. D'accord. Qui était une manière incitative de faire venir les tournages jusqu'à Bordeaux, chez Marie, et ensuite qui tourne à gauche pour aller un petit peu sur la Dordogne. Voilà, c'était un peu la démarche. C'est malin. C'est vrai que c'est pas loin. Non, c'est-à-dire qu'on fait avec les moyens qu'on a. Et les moyens qu'on a, c'est qu'on n'a pas le TGV, on n'est pas à 2h05 de Montparnasse. Ouais. On n'est pas à 3 heures de Austerlitz, donc, puisque il faut avoir conscience que 98% des tournages vont venir, pour ce qui est de la production nationale, vont venir de Paris. Donc le nerf de la guerre, c'est le transport, la distance, l'accessibilité. Et quand vous ne l'avez pas, vous payez. Donc vous avez un fonds de soutien qui paye et qui fait venir à un moment donné, puisque c'est ça un fonds de soutien, c'est que vous achetez la production pour qu'elle vienne dépenser un peu plus sur votre territoire. Par contre, elle dépense une fois qu'elle est arrivée, puisque si vous mettez 1 euro de la collectivité territoriale, c'est entre 7 et 10 euros qui sont dépensés sur le territoire. Pas pour nous, hein, pas pour le BAT, hein. C'est pour vous justement, vous techniciens ou vous futurs techniciens réalisateurs, et puis pour tous les gens qui vivent sur le territoire, pour que les hébergeurs, les prestataires puissent bénéficier de la venue d'un tournage. Non mais ça c'est très très important ce que vous venez de dire. C'est essentiel. Très important. C'est quelque chose qu'on je ne parle pas d'art, je parle que d'économie. Ben oui, mais forcément l'un va avec l'autre, hein, évidemment. On ne peut pas faire marcher la machine autrement. Alors c'est intéressant, on parlait des évidences, hein, le centre-ville de Bordeaux, la dune du Pilat pour la Gironde, etc. Saint-Émilion. Alors vous, la Dordogne, il y a la première Dordogne, la Dordogne évidente, les châteaux. Les châteaux, oui. La légende dit qu'il y en a 1001. Vous nous avez apporté des je vous ai apporté quelque chose, voilà. Oui, voilà. Ça, carte postale. C'est la carte postale qu'on envoie à grand-mère quand on est en vacances l'été. Alors non, nous on l'envoie aux producteurs. Parce que en fait, ça plaît beaucoup aux producteurs, puisque ce que je vous montre là, c'est des endroits où on peut tourner, évidemment. C'est pas
moi, je ne suis pas office du tourisme. Je ne vends pas l'ensemble, je vends des choses où on peut rentrer, et mettre une équipe technique. Voilà, c'est ça. Oui, donc là, vous avez une petite idée de ça. Mais en fait, la Dordogne, ce n'est pas que ça. Et justement, je pense que vous allez voir sur d'autres slides. Voilà, la Dordogne, c'est aussi ça. Et je vous le montre parce que je pense qu'on est sur une considération générationnelle. En tout cas, nous, on travaille là-dessus. Hein. Nous, on se considère comme des paysans cultivateurs. Hein, et on est là pour faire émerger les futurs talents. Parce qu'il faut faire avec nos moyens. Alors, bien évidemment, il arrive qu'il y ait un cas exceptionnel tous les 15 ans. Alors là, c'est un certain Ridley Scott qui est venu. Mais ça, c'est anecdotique. Malheureusement, c'est anecdotique dans notre histoire. Ce qui est important, c'est de faire venir des nouvelles histoires, des nouveaux genres filmiques et surtout des nouvelles générations de cinéastes et de techniciens. C'est pour ça que je suis là. C'est pour vous rencontrer, pour passer ce message. Moi, le seul message que j'ai à passer, c'est vous avez ça en chantier. C'est à votre disposition. Si c'est les châteaux, vous n'aurez pas les moyens, donc laissez tomber. Vous ne rentrerez pas, sinon dans votre 10e ou 15e film. Mais si vous avez des idées de films assez originales, vous avez ça. 10e ou 15e film, si dans les 15 films, certains ont fait un certain nombre d'entrées quand même. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, il faut que vous remplissiez quelques salles. Oui. Voilà, c'est ça. Non, mais alors c'est intéressant. Nouvelle génération, nouveaux lieux. Qu'est-ce qui fait, parlez-nous un petit peu, peut-être pas en détail, mais qu'est-ce qui fait que ces lieux-là sont beaucoup plus accessibles et finalement à l'image de l'époque? Parce qu'en fait, ils représentent aussi une idée de ce qu'est l'économie aujourd'hui des territoires ruraux en France. Hein, je suis désolé, mais c'est aussi ça. Ce que je vous montre, c'est malheureusement la misère d'autres. Hein. Ce qui fait mon bonheur fait la misère des autres. Ouais. C'est-à-dire que les entreprises ferment. Des friches industrielles. Je ne sais pas s'il y a des Périgourdins dans la salle. Levez le bras. Il y a des étudiants originaires ça vous donne. Voilà, on en a deux, donc ça vous donne à peu près la proportion. À nos deux étudiants de Dordogne. Alors, bravo à vous. Bienvenue en Gironde. Ce qui est important, en tout cas, c'est qu'il y en a. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a conscience de ça sur notre territoire, c'est que si on veut vivre, et surtout dans ce métier, il faut se barrer. Donc c'est normal, il faut se barrer à un moment donné. Mais l'idée, c'est de savoir revenir, parce qu'on a les moyens de vous donner l'envie de revenir. Et c'est se réapproprier son territoire et amener des histoires. Si je vous montre ça, en fait, ça, c'est un mood board pour un film qui va venir, qui est un film de SF mythologique, qui est en train de se préparer pour 2021 en Dordogne, et qui émane d'un jeune réalisateur trentenaire qui a commencé en faisant des films de skate en Dordogne. Notamment, peut-être vous avez vu, ça s'appelle Le Skate Moderne, c'est Antoine Besse, qui a fait des millions de vues sur YouTube, et qui est en train de préparer son premier long. Ce gars-là, il vient de Périgueux. Il faisait du skate dans les fermes autour de Périgueux. Et son film travaille sur sa génération. C'est pas la vôtre, lui il est trentenaire. Donc il travaille sur la déshérence de sa génération de trentenaires de Dordogne. Lui a réussi, beaucoup ont échoué. Et donc il vient filmer à travers ça la réalité de notre territoire. Donc là on est dans la zone de Périgueux là ? On est un petit peu. Ouais, alors ça c'est Périgueux, ça. Voilà, ça c'est Périgueux. Ça c'est l'ancien hôpital de Périgueux, qui est aujourd'hui un squat. Ah ouais, d'accord. Ça c'est les gendarmes de Saint-Acier, c'est là où on habite nous. C'est là où ils s'entraînent pour vous matraquer le samedi. C'est ici. C'est là où ils répètent. Et ils ont fait des HLM exprès pour ça. Et ça c'est Sarkozy qui l'a vendu. C'était le stock des vêtements de l'armée française, de toute l'armée française. C'était là, à Bergerac. Et il a fermé. C'est des milliers d'hectares de locaux vides qui attendent. Mais ça fait, comme vous le disiez, ça fait votre bonheur. Bien évidemment, en tant que professionnel. Bien évidemment. Parce que c'est des endroits. Mais parce que ça génère des idées. Ça génère en tout cas, je vous souhaite que ça génère de la création intellectuelle et artistique derrière. Alors là, pour le coup, moi, je fais de l'économie, mais je suis à votre disposition pour l'artistique. Et c'est ça, vous me disiez. Quand on a préparé cette matinée, vous disiez ça c'est l'autre Dordogne. C'est ça l'autre Dordogne. Oui. En tout cas, c'est la réalité de la Dordogne aussi. Il y a de l'espace. Oui, alors j'en parle avec beaucoup d'assurance, puisqu'en fait je suis le premier département français en fréquentation touristique hors littoral, hors du Pilat et tout ça. Donc c'est nous. Donc il y a près de 2 millions de gens de touristes qui viennent sur notre territoire pendant l'année. Donc ça va, on a une image qui est une image véhiculée, il n'y a pas de souci, on vient faire du canoë-kayak, on vient dans la grotte de Lascaux, on vient dans les châteaux, etc., où on se promène dans les forêts. Sauf que nous, on y est 365 jours par an, et nous, ce qu'on voit, c'est que les gens s'en vont, les jeunes font des études jusqu'au bac, et puis ils se barrent. Pour certains, ils atterrissent à 3IS, mais il y en a beaucoup qui partent beaucoup plus loin.
Bien sûr. Beaucoup plus loin. Mais ils reviennent, c'est intéressant ce que vous disiez parce que c'est ça qui a changé. Chaque année, j'ai le plaisir de préparer ces tables rondes et chaque année, tous les professionnels le disent. Il y a une phase dans sa vie où voilà, on est un peu jeune, on se barre, on veut voir un peu du pays, mais très souvent on revient. Et c'est ça qui a changé dans le... Enfin, moi, je l'ai fait il y a 15 ans, 20 ans. Il n'y avait rien. Et pas le téléphone portable, c'est une époque que vous n'avez pas connue, mais ça n'existait pas à l'époque. Même l'ordinateur, c'était pas transportable. On avait des cassettes. Voilà, c'est cassettes. Et donc, quand vous faisiez le choix d'intégrer un territoire, notamment un territoire rural, vous le faisiez en âme et conscience, c'est-à-dire que vous saviez que voilà, c'était loin de tout. Aujourd'hui, vous êtes dans cette particularité, c'est que tout est immédiat. Vous avez une relation directe avec l'exécutif. Mais surtout, il y a des producteurs, et vous en parlons tout à l'heure, et il y a surtout des techniciens, des compétences, puisque nous, on est quand même sur un territoire où, quand il y a du film, c'est du lourd. Parce que là, le Ridley Scott, c'est 500 techniciens, c'est 800 figurants, c'est 60 semi-remorques par jour. C'est voilà, tout l'hôtellerie du Sarladé qui a été bloqué pendant 3 mois. Enfin, voilà, on est dans des dimensions. Ça veut dire que parmi vous, s'il y a des techniciens, et je sais qu'il y a quelques étudiants ou ex-étudiants de 3IS qui ont commencé à travailler sur ce film, qui m'ont appelé, ça veut dire que vous allez avoir sur votre CV une compétence que peu d'autres n'auront parmi vos collègues. Donc ça veut dire que les techniciens qui passent sur ce genre de film, et là je rejoins tout à fait ce que disait Marie, par votre réseau, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une plus-value par rapport aux autres. Moi, j'ai toujours tendance à dire aux jeunes que je rencontre, et j'en vois à peu près un par jour à mon niveau territorial, c'est beaucoup, hein, ça m'occupe beaucoup, de tout horizon. Je pense que personne ne vous attend, soyez sûr, personne ne vous attend dans le métier du cinéma, mais c'est à vous de devenir indispensable. Donc donnez-vous les moyens de ça. Mais je vous assure, personne ne vous veut, parce que vous êtes en concurrence avec ces deux-là, parce que vous êtes en concurrence entre vous, et parce que vous êtes en concurrence avec tout le monde, c'est un tout petit milieu. Donc la règle, c'est devenez indispensable. Et pour devenir indispensable, c'est sauter sur toutes les occasions qui vous permettent d'avoir une plus-value par rapport aux autres. Même les plus petites. Mais la plus petite sert toujours dans un CV, quelle qu'elle soit. Mais là, c'est intéressant parce qu'évidemment, Ridley Scott, c'est l'exemple. Hein, c'est l'exemple absolu. Mais en effet, même une petite mission sur un tournage comme ça, c'est un tremplin. Alors moi, je privilégie, je suis désolé, mais moi, je privilégie pas Ridley Scott, je privilégie les courts-métrages. Parce que je pars d'un postulat, c'est que je suis pour le renouvellement des générations, donc on compte sur vous, hein, parce que c'est vous qui nous faites manger, et puis c'est vous qui allez payer, si elle reste, la retraite par répartition. On ne sait pas encore comment ça va marcher, mais même à point, on a besoin que vous travailliez pour qu'on soit payé. Puis moi, j'en approche, donc je me sens hyper concerné. Donc si vous travaillez et que vous rassemblez et que vous montez à un moment donné ensemble des équipes, c'est sur le court-métrage que se créent les liens les plus forts. C'est à ce moment-là que vous allez voir TSF et qu'elle va vous prêter pour quasi, pas grand-chose Nathalie, pas grand-chose, elle va vous prêter du matériel, que vous allez, parce que moi je suis passé par une école de ciné, ce que je veux vous le dire, mes profs, je les ai pourris, ils me détestaient, c'est-à-dire que le matériel, il séchait jamais, j'étais tout le temps en train de l'utiliser. Donc créer une génération, avancer sur un premier cours. Faites un deuxième, faites un troisième, et peut-être vous allez commencer à faire un premier long. Sur le premier long, vous allez pouvoir travailler parce que vous êtes encore une équipe soudée. Sur le deuxième long, vous ne le ferez pas, parce qu'il y a un autre producteur qui va arriver, qui va vous dire « Attends, moi je vais t'amener des vrais pros, des vrais techniciens, des machins ». Donc là, vous allez disparaître. Sauf que vous aurez eu, pendant 3 cours et un long métrage, vous aurez eu une expérimentation ensemble. Et ça n'a pas de prix, parce que vous allez tous grimper. Vous allez tous faire votre carrière dans le cinéma. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver, vous allez retravailler ensemble. Et c'est là où nous, on agit. C'est-à-dire que si vous avez commencé par faire un premier cours fauché, en nous faisant chier pendant toute la journée, pendant des semaines pour pouvoir le tourner en Dordogne, je me souviendrai de vous. Ça veut dire que dans 10 ans, quand vous allez revenir avec quelques cheveux gris, je vais dire « Ah ouais, eh ben on va vous aider de nouveau, mais là en plus on va vous donner de l'argent pour le faire. Parce que vous aurez une telle crédibilité, vous aurez un tel derrière vous des outils et puis une boîte de prod, que ça vous permettra de pouvoir faire un film dans de bonnes conditions. » Mais Thierry, vous dites, vous vous souviendrez d'eux, mais eux se souviendront aussi. Parce que c'est justement ça qui forge la suite. Nous, on croit en nos Périgourdins. Voilà. Je suis désolé, hein, c'est les deux qui sont là qui m'intéressent. Hein. Vous m'intéressez tous, mais d'abord ceux-là. Je vous le dis pourquoi. C'est parce qu'il faut se serrer les coudes quand on n'a pas les moyens.
C'est ça, c'est le principe de la diaspora. Hein. Vous verrez ça, à un moment, quand vous vous cassez, vous allez vers ceux qui vous ressemblent. Hein. Quand vous partez à l'étranger travailler, vous cherchez les Français. Ça sert aussi à avoir comme ça un peu de l'assurance dans la façon de travailler. Donc ces gens qui partent, nous on les voit hein, aujourd'hui. Je vous dis, on a des réalisateurs, on a des chefs opérateurs, on a des chefs monteurs, on a des cadreurs qui commencent à avoir une carrière. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tout le boulot qu'on a fait, nous on fait de l'éducation à l'image depuis la maternelle. À Cinépassion. On les prend à 3 ans pour être sûr qu'ils sachent ce que c'est que le cinéma. La première chose qu'ils voient, c'est une salle de cinéma. À peine ils savent marcher, on les met dans des salles de cinéma en Dordogne. Et on les fait grandir, pour certains, jusqu'à l'option cinéma du bac, puisqu'on les suit jusque-là. Mais ça veut dire qu'ils partent avec un bagage important. Bien sûr. Ça s'arrête là. Ensuite, vous êtes obligé de venir à Bordeaux ou partir à Nantes ou à Paris ou à Angoulême. Enfin bref, on connaît tous les trucs. Vous faites une école prestigieuse ou pas. Mais votre problème, il n'a pas changé. Qui va vous fournir du blé pour pouvoir faire votre film? Parce que tout ça, c'est très bien, mais ça coûte du blé, quoi. De faire un film, ça coûte du blé. Donc il va falloir en trouver. Et c'est là que nous, on intervient en disant, ne vous inquiétez pas, on vous a vu, on vous connaît, venez nous voir, on essaiera de trouver des solutions. Donc ça, c'est l'avenir pour nous, pour la Dordogne. C'est bien. C'est pour ça qu'on a passé notre fonds de soutien de 150 000 € à 400 000 € cette année. Et donc, on a une vraie volonté, on l'ouvre sur toutes les esthétiques, pas simplement, parce que pendant très longtemps, on n'était que sur le long métrage et le court métrage, enfin, pardon, le long métrage et la fiction, maintenant on l'ouvre sur le court métrage et sur le documentaire de création. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on en parle un tout petit peu quand même. Comment se passe l'aventure Ridley Scott? Ils sont partis. Ils sont partis, mais comment est-ce que voilà, comment ça a démarré et comment tout d'un coup un jour on vous dit bon bah ça y est, c'est bon, ça se fait. Matt Damon, notamment, Alors moi j'ai pas rencontré. Non, j'imagine, mais comment le travail s'est fait? Alors c'est un film très particulier. Je pense que c'est le film qui va marquer moi ma carrière professionnelle de BAT, puisque j'ai pas connu les films importants qui sont tournés en Dordogne, parce que ça n'existait pas le BAT, donc il avait fait sans nous, la preuve que ça peut marcher. Puis vous allez voir que ça peut se faire sans moi aussi, Ridley Scott. C'était, je sais pas, on aime ou pas, mais Les Visiteurs, Jeanne d'Arc, de Besson, enfin voilà, il y a plein de films qui ont été faits, des films très 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 importants au niveau économique. Ridley Scott, en fait, j'interviens zéro dessus. Il n'y a aucun travail de BAT dessus au moment où le film vient. Parce que c'est 2 hélicoptères qui se promènent au mois de juin au-dessus de la Dordogne, dont un, il y a le producteur, dans l'autre, il y a le réalisateur, Ridley Scott, et ils font le tour de la Dordogne. Et à un moment donné, ils disent, voilà, on va tourner là, là et là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 42 ans de ça, en 1976, un certain Ridley Scott tourne son premier long métrage qui s'appelle Les Duellistes, avec notamment Harvey Keitel. Et il le tourne en Périgord, là où en fait il a remis la caméra 42 ans après. Enfin, juste en bas, parce qu'à l'époque il n'avait pas les moyens de se payer le château, donc il a tourné dans la plaine qui était en face du château. Il avait juste la vue sur le château. Et là pour le coup on parle du château de Bénac. Ouais, le fameux. Voilà. Où a été tourné Jeanne d'Arc. Où a été tourné Jeanne d'Arc, plein d'autres films. Donc là moi j'interviens pas, sauf que mon boulot, c'est ce que disait Marie, mon boulot c'est du réseau. Donc je connais le cantonnier qui connaît la belle-sœur du beau-frère du maire de la ville d'à côté. Le fameux réseau. Voilà, puisque mon boulot, moi, c'est les cantonniers. Hein. Moi, je ne parle que des cantonniers, des menuisiers. Voilà, je suis très content de voir des intellectuels parce que je n'en vois pas tant que ça toute l'année, moi. Et donc, en fait, on parle avec eux et c'est eux qui nourrissent en fait ce qui va se passer sur mon territoire. Et donc, ils en parlent et j'apprends avant tout le monde, bien évidemment, qu'il y a eu un hélicoptère parce que le maire de Montpazier a vu un hélicoptère, donc il a pris sa bagnole parce qu'il n'aime pas qu'on tourne avec un hélicoptère autour de Montpazier. Il a pris sa bagnole. Événement, non, mais je vous raconte la vérité, hein, ça s'est passé comme ça. Il a pris sa bagnole, il a suivi l'hélicoptère. Hein, il est couillu, hein, parce qu'il a vu qu'il atterrissait à Dôme, qui est l'aérodrome de Dôme, et il s'est approché en disant putain c'est quoi ce bordel là? Et le mec il dit je suis Ridley Scott. Il m'appelle, il me dit il y a un mec qui s'appelle Ridley Scott. Oui, en fait c'est ça. L'histoire elle commence comme ça. C'est que moi je sais avant, en même temps que lui, qu'il a fait des repérages où on ne sait pas trop. Et mon boulot, il va venir beaucoup plus tard, c'est-à-dire lorsque tout est confirmé. Donc je fais une erreur. Il y a un tournage qui a eu lieu cet hiver qui s'appelle La Révolution française, réalisé par Jacques Malater, qui s'est tourné à Sarlat pour France Télé. Non, ça c'est Selon moi qui s'est tourné. On tourne beaucoup en Dordogne. Ça c'est pour OCS.
Et la Révolution française, j'ai le maire de Sarlat qui est à côté de moi, qui dit bon, mais t'as des nouvelles de quelque chose? J'ai quelque chose, mais tu fermes ta gueule. Tu lui dis à personne, quoi. Donc je lui dis que voilà. Et donc il y a l'Assemblée nationale des offices de tourisme qui s'organise à Sarlat. Et il finit en disant il y a Ridley Scott qui va venir tourner dans la commune. Donc voilà, là j'étais grillé. Les médias arrivent derrière et c'est parti. Là j'étais grillé, voilà. Donc à partir de là, le réseau, c'est aussi le réseau. Voilà, c'est un peu. Et mon boulot est venu juste après, c'est-à-dire que moi mon boulot c'est avoir fait en sorte que la Dordogne soit le premier lieu du tournage du film, puisque le film ne devait pas se tourner d'abord en France, il devait se tourner en Espagne et en Irlande. Et les Irlandais, nous c'est pas nos copains parce qu'ils sont hyper forts et ils ont un crédit d'impôt international hyper haut. Et des paysages. Oui, bon, soit accessoirement, on en a aussi. Franchement, si on joue là-dessus... Oh, le mec, il est chauvin à fond. Bah, non, mais la mer, Marie, elle l'a. Les montagnes, c'est Isabelle qui les a, c'est à côté. La campagne, on a à peu près ce qu'il faut. Hein, voilà, avec Benoît, donc c'est bon. Donc, c'est pas ça qui décide, non, c'est simplement, il y a une incitation. C'est bête, on a raté Game of Thrones. Alors, je vais vous expliquer, on a failli l'avoir en Dordogne. Ouais, je sais bien. Ah, vous savez? Eh ben, je crois que c'est à cause justement de la législation française. Et des non, taxes. c'est parce qu'en fait, le producteur exécutif de Game of Thrones passe ses vacances à Mouledier, chez ma meilleure amie, dans son gîte. Le réseau. Ah, je suis désolé, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et ça s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas une dernière saison qui pouvait se rajouter à l'autre. Mais il était question de... je ne raconte pas des conneries. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, ce qui va décider la production de s'installer en Dordogne, c'est 6000 mètres carrés. Donc en fait, c'est, je ne sais pas si c'est sur ce slide-là, c'est sur celui d'avant, voilà. C'est les 6000 mètres carrés que vous avez. Vous voyez cette arche-là? Ça, c'est 6000 mètres carrés. Et en fait, ce qui a fait décider Ridley Scott et la production, donc en fait la Fox, donc Disney, c'est de tout chambouler, oublier l'Espagne, et en fait, ils devaient commencer par Paris et commencer par la Dordogne. Parce que je leur dis, pour les accessoires et les costumes, vous pouvez construire là-dedans. Vous avez 6000 mètres carrés. Et parce que je négocie avec l'Office du tourisme de Sarlat, moins 20 à moins 30% sur toute chambre que prendrait la production. Ça fait, je vous dis, on parle que d'économie, hein, vraiment, on n'est que là-dessus. Mais la grande différence derrière ça, c'est que comme le film commence en Dordogne, les emplois sont pris, les techniciens, les figurants sont pris en Dordogne, sur place et par... capillarité sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque j'ai travaillé avec tous mes collègues des bureaux d'accueil qui m'ont tous envoyé les CV de tous leurs techniciens de Nouvelle-Aquitaine, parce que 500 techniciens, ça demande pas mal d'emplois. Ça ne veut pas dire que les 500 sont de Nouvelle-Aquitaine. Attention, il y a beaucoup d'Américains qui suivaient aussi le film. Mais il y a eu pas mal on est en train de travailler maintenant sur les chiffres, il y a eu pas mal d'emplois de techniciens sur la Dordogne. Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que stratégiquement, ce qui est le plus important, c'est qu'un film, il se débute sur notre territoire. S'il débute sur notre territoire, ça oblige la production à aller chercher les compétences sur place. Si ça, vous ne l'avez pas dans votre bagage, si le film il commence à Paris, bah, c'est les Parisiens qui se déplacent. Ils vont descendre. Et puis, un chef de poste, il embauche son adjoint qui embauche son stagiaire. Donc, c'est à peu près mort pour vous. Si le film il commence ici, on change la donne. C'est nous qui avons la main. Non, mais c'est intéressant, cette histoire, elle est très jolie parce qu'on est pile dans le sujet. Voilà, l'histoire de démarrer sans le BAT et un hélico au-dessus d'une petite commune, un réseau, le maire à votre portable et mine de rien, ils ont besoin de vous. Donc oui. L'histoire est belle, quoi. Oui, bah alors après, par contre, ça m'a pris 3 mois. Hein. Ah bah j'imagine. J'ai pas vu le jour. Hein. Ah bah j'imagine. 800 figurants, trouver les lieux, c'est 5000 personnes qui sont présentées. Alors nous, notre Facebook a explosé. Donc voilà, on a des followers qu'on n'imaginait pas. C'est un autre réseau. Et ça a eu une incidence très intéressante. Je vais vous donner peut-être pour finir cette anecdote, c'est que j'ai un court-métrage, j'ai une web-série de 2 minutes 30 sur décor unique avec un fond vert tourné en occitan. Vous voyez, c'est vendeur sur le papier, qui s'est tourné pendant 2 semaines en Dordogne. Et le gars, il cherchait des comédiens parlant l'occitan. C'était juste après Ridley Scott. Donc je lui ai dit, écoute, si tu veux, je passe une annonce Facebook pour voir, peut-être faire un casting comme ça. 350 comédiens qui sont présentés. Ah ouais. Il a été débordé, il ne savait plus comment faire. Il a été obligé d'embaucher des adjoints pour caster les comédiens parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait autant de gens qui pouvaient s'intéresser à l'occitan.
pour jouer dans une web série qui va passer sur OC TV, qui est une chaîne de télé du web. D'accord, bah, en tout cas bravo. Et puis moi Thierry, je vous conseille d'imaginer un one-man show, un truc, je sais pas, 1h30 en tournée dans toute la France, parce que... je vous ai dit au début, ciné passion. Ouais, ciné passion, bravo. À votre gauche, Benoît de Conchat et Mathias Mounier, duo de choc, Latana. Benoît, vous êtes machiniste, Mathias, vous êtes régisseur général adjoint. Merci d'être là, vous aussi, vous avez plein de choses passionnantes et le réseau, il est hyper important aussi dans vos métiers. Qui me parle de Latana en quelques mots ? On va parler chacun notre tour, je pense. Donc vous organisez, moi je pose des questions, mais je sais que vous êtes un duo qui se connaît bien. Alors juste pour présenter Latana, pour faire un peu l'historique, parce que c'est important justement au niveau régional, on parle beaucoup de territoire depuis tout à l'heure. Latana, c'est une association qui a été créée dans l'espace ex-Limousin, justement, depuis les problématiques de fusion des régions. Pourquoi ? Parce que justement, on a voulu créer ce réseau. À un moment, notre ex-territoire s'est retrouvé sans tournage. Donc, on a voulu aller vers le réseau et donc aller vers les techniciens bordelais, les techniciens de toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est en train de créer ce réseau, justement, de techniciens pour pouvoir faire de l'échange de travail. Alors attention, notre association, elle donne pas du travail. On n'est pas Pôle emploi. Le principe, en gros, c'est qu'on organise des rencontres, des réunions, des apéros réseau, toutes sortes de possibilités de se voir, de se rencontrer, de partager, de dire ah bah là j'ai tel tournage pendant tant de temps, on a besoin de monde à tel endroit, etc. Voilà. L'idée, c'est de partager le travail entre nous sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a des endroits où ça tourne plus, il y a des endroits où ça tourne moins, mais il y a des compétences sur toute la région. Très important l'apéro Très important. Pour échanger. C'est une fédération ? C'est une association qui sert à fédérer effectivement les intermittents et techniciens de Nouvelle-Aquitaine. Et qui sert également de lien avec les institutions telles que l'ALCA, les BAT, les autres associations qui peuvent représenter les auteurs, les producteurs, les techniciens de post-prod, etc., etc. Donc c'est intéressant parce que ce constat, cette volonté de créer justement ce réseau d'échange, il est né, vous le disiez, parce que dans le Limousin, les activités étaient un peu faibles. C'est ça ? Alors, là, pour le coup, je ne vais pas rentrer dans la politique du sujet, mais clairement, nous, ça a été lié au fait que notre fonds de soutien, qui était régional, effectivement, est devenu un fonds de soutien régional grande région. Donc du coup, l'interlocuteur n'était pas le même. Il a fallu recalibrer les choses. Bien sûr. Et évidemment, l'agenda politique et l'agenda institutionnel n'est pas celui d'un intermittent du spectacle. L'intermittent du spectacle, lui, il doit faire ses 507 heures chaque année. Il doit avoir des tournages tout de suite. Du coup, ça veut dire qu'il doit être mobile. Ça veut dire que s'il n'y a pas de tournage à un endroit, il faut aller chercher du tournage ailleurs. Ouais. Donc c'est sur la grande région, c'est sur la France, c'est des fois sur l'Europe. Donc voilà, on est obligé de faire ça. Ce constat et ce désir de créer justement cette association, ça date de quand ? Ça date de 2018. D'accord, donc il y a à peine 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Comment ça a évolué ? Vous vous êtes rendu compte que ça servait vraiment à quelque chose ? Écoutez, je vais passer à Mathias parce que justement, il fait partie de l'évolution. Mathias. Alors bonjour à tous. Bonjour. Je m'excuse d'avance parce que je vais peut-être être le mouton noir et mettre un peu de mon point de vue là-dessus. Je pense que la raison pour laquelle moi j'ai rejoint en tout cas cette association, c'est pas parce que le constat est positif. C'est parce que le constat est négatif. C'est parce qu'aujourd'hui, les rapports qu'on a avec les gens qui viennent pour tourner en région sont de pire en pire. Moi, ça fait maintenant 19 ans que je fais ce métier-là, et ce qu'on a depuis 2 ans en termes de conditions de travail, je n'ai jamais vu ça. J'ai connu la vague des films où on nous proposait moins 20%, moins 30%, moins 50% du salaire. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, on nous propose des fois de travailler au SMIC horaire sur des longs métrages. Il faut se rendre compte que le SMIC horaire, c'est 55 € la journée pour des journées qui font 16 heures. Oui, c'est délirant. Et pourquoi depuis 2 ans ? Parce qu'on se rend compte, et les discussions que j'ai pu avoir avec Benoît et les membres de l'Atana qui ont lancé ça, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la seule manière de protéger à la fois notre savoir-faire, de
protéger le terroir des techniciens en région, était de rejoindre une discussion avec les politiques, avec les institutions. Et qu'aujourd'hui, pour être reconnu par les institutions, il faut être une association. Vous ne pouvez pas, en tant qu'individu, dire « moi, je représente ». Vous êtes en quelque sorte, vous créez en quelque sorte une institution, à votre façon. On essaye de donner une tribune pour que tous les techniciens soient au courant de ce qui se passe, soient au courant des choses positives et des choses négatives, et qu'on ait un réseau d'interlocuteurs avec tous les gens qui... Notre métier ne peut pas exister sans les BAT, ne peut pas exister sans l'accueil des tournages, ne peut pas exister sans des prestataires comme TSF, ne peut pas exister sans tout ça. Donc il faut qu'on se rende compte qu'en s'asseyant tous autour de la table et en se rendant compte qu'on a une envie commune, on va pouvoir mettre en place des choses qui vont nous aider à améliorer et à lutter contre les gens qui essayent de phagocyter le système de l'intérieur, dirons-nous. Alors cette association des techniciens de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, justement, suite à ce constat pas très glorieux pour votre métier, est-ce que ça a fait bouger les choses ? Ça commence, c'est encore tout récent et on sait que les calendriers institutionnels, comme disait Benoît, sont toujours un peu plus longs que les nôtres. Mais oui, on se rend compte, en tout cas ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une vraie volonté de la part des institutions déjà en place de nous avoir à leur table. Ce qu'on pouvait peut-être ne pas ressentir il y a encore quelques années. Le fait d'avoir les différentes institutions au niveau départemental, régional, qui nous disent on vous veut à nos tables parce qu'on a besoin d'avoir votre ressenti, c'est important. Au niveau national, tout à fait, bien sûr. Et de plus aussi, on se rend compte qu'entre les gens qui peuvent être en haut des échelles politiques et qui peuvent parfois influencer sur des financements, ils sont totalement détachés de la réalité du terrain. C'est ça. Et quand on les rencontre et qu'on leur dit, vous savez que votre argent a servi à faire ça, ils tombent de très très haut. Ça les choque. Moi, j'ai pu avoir des rencontres avec des gens au niveau de la culture, au niveau de la région. Ils ont été choqués parce que je leur ai annoncé. Ils ne pensaient pas que ça existait. Et je leur ai dit, ben non, si, c'est notre quotidien. C'est des choses qui se passent actuellement de plus en plus. On est une des régions qui est le plus touchée par les films, ce qu'on appelle les films hors convention. C'est-à-dire qui ne respectent aucune convention collective et qui, même la plupart du temps, ne respectent pas le code du travail. Voilà, le code du travail. C'est juste la base. La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus touchée par des tournages hors convention ? J'ai pas les chiffres précis, mais en tout cas, a priori, on est une des plus touchées. Ouais. Faut savoir que sur 2018-2019, on est quasiment à 20% des longs métrages français qui ont été tournés hors convention collective. Ouais, ça représente 40 longs métrages qui sont faits sans respecter les conventions collectives, sans respecter le code du travail dans la plupart du temps. Donc, je voulais juste rebondir sur... Toutes les opportunités ne sont pas forcément bonnes à prendre. D'accord. Il y a le cas du réalisateur, de l'artiste qui a une volonté de créer quelque chose, c'est autre chose. Moi, je parle du point de vue technicien, où c'est mon métier. J'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour payer mon loyer. Et il y a des moments où il faut être capable aussi de dire non à des projets, puisque en acceptant ces projets-là, on ouvre la porte à d'autres projets comme lui. On cautionne. On casse les prix du marché. On casse les prix du marché. Et quand on casse les prix du marché, c'est tout le métier qui en... À tous les niveaux, hein, comme avec les prestataires, c'est à tous les niveaux, c'est pas que simplement à nous. Moi, je parle du cas des techniciens parce que je suis touché directement, mais à tous les niveaux, que ce soit sur les discussions avec l'hôtellerie, les discussions avec les prestataires, les discussions avec les locations de décors. On parlait des temps de prépa tout à l'heure. Nous, c'est vrai que je le vois. Pour vous donner un petit exemple, il y a de ça encore. C'est le cœur de votre métier. Ouais, mais justement, il y a encore 5-6 ans, la norme était grosso modo un jour de tournage égale un jour de prépa. Vous faisiez un long métrage de 2 mois, vous aviez 2 mois de prépa pour tout lancer. Aujourd'hui, on est plutôt sur un long métrage de 2 mois, on va vous laisser entre 2 et 4 semaines. Là, on est sur une série pour TF1 qui tourne pendant 4 mois, 5 mois. Le régisseur général n'a même pas eu 1 mois de prépa. Donc, il faut se rendre compte que là, par exemple, moi, sur cette série, j'interviens parce qu'au début du tournage... C'est quoi, c'est La Promesse ? C'est La Promesse. Ah, voilà. Et au début du tournage... Avec Olivier Marchal. Exactement. Ouais. Et on s'est rendu compte au début du tournage qu'il y avait tellement de décors et tellement peu de prépa que on a commencé le tournage avec juste la première semaine de Calais. La deuxième semaine n'était même pas lancée en termes d'autorisation. Donc on est obligé de travailler à 2 adjoints. Je crois que le casting a été une usine à gaz aussi. Je crois les journées de casting, ils ont dû le faire de façon express. C'est le problème qui existe maintenant depuis une dizaine d'années en France. C'est quand on a commencé à baisser les budgets suite à 2008-2009, aux crises économiques et un peu la refonte de notre métier. La première idée qu'ont eu les gens qui gèrent le financement du cinéma, c'est de dire on va diminuer les temps de prépa. Ce qui est pour moi la plus grosse erreur qu'on ait jamais faite dans le cinéma français depuis 10 ans. C'est comme ça qu'on fait des économies, exactement. C'est notre boulot. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à tout faire à la dernière minute et à devoir payer 2 fois plus cher ce qu'on aurait pu payer au tarif normal en ayant pris le temps de faire travailler des gens en amont. Donc voilà, le but de l'association, il est né un peu de ça, je pense. Il est né un peu d'un constat qui se disait... Notre métier peut être meilleur que ce qu'il est actuellement.
Il se doit d'être meilleur que ce qu'il est actuellement, puisque c'est pas comme ça qu'on est rentré dans ce métier-là et c'est pas pour ça qu'on a envie d'en continuer. Et qu'il y a quand même des gens autour de nous qui ont envie aussi de défendre ce savoir-faire. On a envie de travailler en région. Moi, je suis pas bordelais, je suis venu ici pour un court-métrage il y a de ça plus de 10 ans. Je suis tombé amoureux de la ville et j'ai décidé de rester. Et donc de privilégier aussi un cadre de vie par rapport à Paris en termes de boulot. Mais on a la chance d'être sur une région. Et je reviendrai juste parce qu'on parlait des décors. Ouais. La chance, moi je pense, la chance la plus grande qu'on a sur cette région et sur la région au sens large du terme, c'est qu'on est une des seules régions en France, je pense, on peut proposer l'intégralité de tous les décors que vous pouvez imaginer. De la plage à la montagne, de la campagne, du moderne, de l'ancien. On tourne beaucoup dans la région, on tourne beaucoup des choses qui ne se passent pas dans la région. Moi je me suis occupé d'une série pour TF1, Résistance, qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. On a tourné, en termes de temps de tournage, on a tourné la moitié de la série dans la région. Il n'y a aucune séquence qui dans la série se passe dans la région. Dans la région, on a tourné ce qui se passait à Londres, on a tourné ce qui se passait en Bretagne, on a tourné ce qui se passait à Paris, on a tourné ce qui se passait à Lyon, mais on n'a en aucun cas tourné. Et ça, c'est une vraie plus-value pour la région. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant, je pense. En aucun cas, dans le tournage, dans l'histoire, on évoque Bordeaux ou la Gironde. Ça se passe pas du tout chez nous. En aucun cas. C'est génial. Ça, c'est la magie quand même du cinéma. Ça, et ça match parce qu'on a la chance d'avoir une grande région, on a la chance d'avoir des décors qui sont déjà bien référencés. Et en plus de ça, on a la chance derrière d'avoir des repéreurs, d'avoir des gens qui savent faire aussi... puisque je pense qu'en tant que régisseur, repéreur, on est un peu... la suite des BAT, on travaille beaucoup main dans la main avec eux, puisqu'au final, on a la même volonté, c'est de défendre un territoire. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir rester dans la région en continuant à travailler. Et ça ne se passe que si on défend les territoires sur lesquels on travaille. D'ailleurs, le réseau est là, parce que vous connaissez à peu près tous. Benoît, combien vous êtes maintenant sur la TANA ? Actuellement, on a commencé il y a 2 ans, et c'est pas forcément évident de rassembler les techniciens. On est une centaine. Voilà, en gros, on est à peu près 10% des techniciens qu'il y a sur toute la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc, pourquoi ? Parce que ça peut encore grossir. Hein. Ça va, ça va même encore grossir. Pourquoi ? Parce que il y a des démarches à faire déjà. C'est une grande région, donc il faut pouvoir naviguer à droite à gauche, aller à la rencontre des gens. Il y a également, je pense, une certaine réticence du point de vue des techniciens, parce que c'est pas évident l'idée de se fédérer. Pourquoi ? Parce que on est tous en concurrence un peu les uns les autres. En tout cas, c'est l'esprit dans lequel se placent très souvent les techniciens. C'est d'abord moi, et ensuite, s'il me reste un peu de boulot, si je peux mettre des postes, je penserai peut-être à toi. Mais globalement, nous, on n'a pas envie que ça fonctionne comme ça, quoi. On a envie de se dire, on peut s'entraider. S'il y en a un qui est en galère, on peut trouver du taf pour lui. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de sortir un petit peu du chacun pour soi et de réfléchir un petit peu globalement. Et l'idée, c'est justement d'avoir monté cet asso en se disant, on est la parole des techniciens de Nouvelle-Aquitaine, qui jusqu'à présent n'a pas été entendu, ou qui a été entendu, comme tu disais, de manière individuelle. Donc il y a un travail, un peu de mentalité aussi à faire évoluer, pour votre bien, en plus, pour le bien de votre métier. Parce que pareil, on va représenter des techniciens qui sont des techniciens anciens. Tu disais 18 ans, moi j'ai 20 ans de métier aussi. Il y en a qui sont en Gironde, qui sont proches de la retraite, qui doivent avoir 30, 40 ans de métier. Et il y a également ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui sont sur le marché du travail tout juste, les futurs que vous représentez. Voilà. Pour moi, il y a un truc très important déjà vis-à-vis de vous, c'est de vous faire comprendre ce que c'est que d'être intermittent du spectacle. Alors ça, c'est intéressant parce que vous me disiez, on n'est pas un organisme de formation, mais on veut quand même, au sein de la TANA, mieux faire comprendre ce que c'est que ce métier, le métier d'intermittent. De quelle façon ? Éduquer un petit peu, parce qu'il y a... Alors je sais que l'ALCA, MIA notamment, avait mis au point des formations justement sur quels sont vos droits quand vous êtes intermittent à la formation, quels sont vos droits vis-à-vis de Pôle emploi, quels sont vos droits vis-à-vis de la retraite, même si tout va changer, et quelles sont également les conditions de tournage. C'est quoi un annexe 1 ? C'est quoi un annexe 2 ? C'est quoi un annexe 3 ? C'est quoi une convention USPA ? Voilà, ça, c'est des choses à savoir, parce que c'est vos conditions de travail. Quand quelqu'un va sortir de ses conditions de travail, il faut que vous le sachiez. Voilà, parce que c'est important, parce que vous représentez aussi l'ensemble des techniciens qu'il y a en France, d'une certaine manière. Et également, il faut bien se rendre compte de ce que ça signifie d'être intermittent du spectacle.
C'est-à-dire, quelle implication ça a sur votre vie personnelle. Bien sûr. Voilà. Il y en a qui le vivent très bien, qui sont contents d'aller par Mons et par Vaux, de se réveiller un jour à Bordeaux, de l'autre d'être à Paris, d'aller dans le Jura, etc. pendant 3 mois, de ne pas rentrer le week-end. Il y en a, ils kiffent ça. Les nuits, les week-ends, etc. Les nuits, les week-ends, sous la flotte, sous la neige, peu importe les conditions. Il y en a qui adorent ça. Il y en a d'autres, ils ont peut-être envie de fonder une famille, ils ont peut-être une famille, ils ont peut-être des horaires à gérer, ils ont peut-être envie d'être proches de leurs parents, je ne sais pas. Voilà, il peut y avoir plein de conditions, mais mine de rien, il faut le savoir. Parce que être intermittent, c'est un choix de vie aussi. Et une motivation, ouais, c'est une aventure. Ouais. C'est une passion, hein, on est bien d'accord. Ouais, hein. ouais, le mot est Thierry beaucoup revenu avec Thierry. Thierry me contredira pas, c'est une passion. C'est pas un mot galvaudé, hein, on fait pas ce métier par hasard. Mathias. Je veux juste intervenir sur le mot passion parce que c'est aussi un mot qui fait énormément de mal dans notre métier. D'accord. C'est pas parce que c'est une passion qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Je suis bien d'accord. Non, non, bien sûr. On vient à ce métier parce qu'on est passionné de cinéma, mais on y reste parce qu'on devient un professionnel. Je suis d'accord. Et je pense, moi personnellement, ça a été une des étapes les plus dures parce que vous avez 20 ans, 21 ans, vous arrivez sur un premier plateau de cinéma. Voilà, vous avez les yeux écarquillés. C'est bon, t'es passionné. Bien sûr. Ouais, moi, mon premier tournage, je me suis retrouvé face à Jean-Pierre Léaud, face à Miu Miu, face à Yolande Moreau, Gabriel Arcan. Donc vous avez 20 ans, vous découvrez ça, vous dites OK, je vais continuer dans cette direction-là. Après, vous rentrez dans la logique de faut payer son loyer. Et Bien là, sûr. d'un seul coup, c'est la difficulté de dépassionner le débat qu'on a vis-à-vis des tournages, de dépassionner le débat qu'on a vis-à-vis des conditions de travail, et de se dire, moi personnellement, aujourd'hui, en tant que régisseur, j'accepte pas un film par rapport au scénario. J'accepte un film par rapport aux gens avec qui je vais travailler et les conditions dans lesquelles je vais travailler. C'est triste à dire, hein. J'aimerais choisir des films en fonction des scénarios. J'aimerais me dire, ah putain, ce film est génial, l'histoire est géniale, je vais pouvoir apporter une vraie plus-value vis-à-vis de mon métier. Mais non, la première chose que je regarde aujourd'hui, c'est avec qui je travaille, c'est qui la boîte de prod, c'est quoi les conditions de travail. Parce que c'est ce qui va me permettre de continuer à faire ce métier-là. Mais c'est vrai que quand je disais passion, c'est aussi personne de vous ne fait ce métier par hasard, quoi. Voilà, c'était ça. Alors après, on est bien d'accord, on comprend bien le propos. Il y a eu une époque où ça a pu exister, ça, de faire ce métier par hasard. Ouais, mais alors là, effectivement, ça a existé. Moi, quand j'ai commencé dans ce boulot en 2000, il y avait encore des gens qui étaient là, qui avaient, à 30 ans, étaient sortis d'un garage, avaient rencontré un gars, et on lui avait dit « Ah, tu veux faire du cinéma ? Allez, viens !» Ça a existé. Ouais, aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce qu'il y a je ne sais pas combien d'écoles de cinéma en France. C'est la raison pour laquelle vous êtes formé. Bah, bien sûr. Donc voilà, vous êtes déjà formé et initié à ce métier. Donc, alors, oui. Allez-y. Ouais, on va peut-être finir la table ronde et après on vous donne la parole si vous voulez. Hein. Tu gardes ta question. Anne-Laure Joanne, merci messieurs. L'Alca, garde ta question. Hein. Avec plaisir, on prend vos questions après. On termine, on a quelques petites images aussi à vous montrer. Parlez-nous de l'Alca, l'agence libre et cinéma audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Comme vous le voyez sur cette carte, vous êtes partout. On est partout. Alors, nous, on est basé au sein de l'AMECA, donc l'agence Alca pour le livre et cinéma audiovisuel. Donc moi, je travaille effectivement au sein du département cinéma, voilà. Au service accueil des tournages, qu'on appelle, pour faire un peu un distinguo, commission régionale du film. Donc nous, effectivement, on est un peu coordinateur de ce réseau de bureaux d'accueil des tournages qui, depuis qu'on a effectivement fusionné, depuis qu'on est devenu grande région, on a un réseau assez conséquent et en même temps, c'est très facilitateur pour nous d'avoir des vrais relais locaux puisque la région est très grande. Donc l'idée, c'est que nous, en tant que commission régionale du film, on est un peu la première porte d'entrée d'un projet quand il arrive sur la région et qu'il ne sait pas vraiment trop où se localiser. Et après, une fois que le tournage est vraiment a trouvé le lieu et le décor, c'est le bureau d'accueil des tournages du département qui prend le relais. Et puis nous, on continue de suivre le projet en lien avec le BAT. Donc c'est le réseau Film France. C'est le réseau, voilà, on fait partie tous, Thierry, Marie, pareil, de ce réseau national qui est Film France. Voilà, il faut savoir que les bureaux d'accueil des tournages, il en existe dans toutes les régions, dans certains départements et partout en Europe aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, on est en région, on est en France. Mais ce réseau-là, en fait, il dépasse largement nos frontières. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on se déplace, nous, parfois sur des festivals à l'international. Voilà. Vous pouvez nous donner quelques exemples de gros tournages, de gros dossiers avec lesquels vous avez travaillé ?
Avec lesquels on a travaillé nous. Maintenant, c'est vrai que depuis qu'on est grande région, on n'a plus exactement le même travail, c'est-à-dire que ça va être vraiment les BAT qui vont avoir ce vrai lien opérationnel. Nous, je vous dis, on est un peu la première porte d'entrée du projet. Après, c'est quand même très rapidement les BAT qui vont prendre le relais, donc c'est vrai qu'on a moins le côté opérationnel qu'on ne l'avait avant. Ouais, voilà, mais après, ça reste tout aussi intéressant. Après, effectivement, on a vu des gros projets qui sont arrivés, mais comme le Wes Anderson qui a tourné à Angoulême, qui est resté aussi très longtemps. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, mais après, ça va être surtout effectivement les BAT, je vous dis, qui eux travaillent plus en lien avec les projets. C'est intéressant cette notion de porte d'entrée, hein, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup dans beaucoup de métiers, mais c'est pas rien cette porte d'entrée. On est pile avec des étudiants qui justement maintenant vont sortir d'ici pour pousser une autre porte. C'est une notion importante quand on démarre des projets audiovisuels. Ah oui, oui, tout à fait. Nous, on le voit bien aussi quand on se déplace en festival. Voilà, après, c'est assez facile de vendre la région, entre guillemets. Comme le disait Mathias, on a absolument tous les décors. On a fait un séminaire récemment, on s'est dit que les seules choses qu'on n'avait pas, c'était le désert et la banquise. Voilà, mais sinon, tout le reste, on avait. On a aussi quand même on peut faire un peu le désert. On peut faire le désert. Voilà. Il nous manque la banquise. La banquise, un peu chaud quand même, c'est un peu compliqué. On a aussi évidemment un fonds de soutien qui est, une politique culturelle de la région, voilà, qui va dans ce sens-là, et donc un fonds de soutien qui est quand même très conséquent. Donc c'est vrai que les deux combinés, c'est assez facile de vendre entre guillemets la région aux productions. Et puis une belle vitrine, parce que la Méca, voilà, le lieu où vous êtes. Oui, alors, il ne faut pas juste faire l'amalgame. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent la Méca et l'Alca. Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la Méca. Hein, de toute façon. Alors la Méca, c'est le nom du bâtiment. Et du coup, on est 3 structures, nous, au sein de la Méca. Donc nous, Alca pour le livre et cinéma audiovisuel. Après, vous avez l'OARA qui fait la même chose que nous pour le spectacle vivant. Et le FRAC qui est le Fonds régional pour l'art contemporain. Voilà. Exactement. Mais l'Alca n'est pas la Méca. Voilà, absolument. Non, vous êtes dans le bâtiment. Vous voyez où c'est si vous passez au bord de Garonne? Oui, je crois que ça se voit bien. On le voit bien. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai, c'est intéressant parce que finalement, dans le métier, au niveau individuel, il y a déjà de la concurrence, hein, comme vous le disiez, autant pour les artistes que pour les techniciens, mais au niveau des régions, énormément. La Nouvelle-Aquitaine, alors, on est quoi? 3e, 4e? C'est toujours un peu la même chose en termes de jours de tournage. On a Île-de-France, PACA indétrônable. Et après, on a souvent Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, on se talonne toujours un petit peu. Je crois que pour l'année 2019, on est à peu près 1080 jours de tournage, je crois. Quand on parle de jours de tournage, nous, on calcule pour le court-métrage, fiction télé et long-métrage. Voilà, donc ce qui est assez honorable. L'année dernière avait été une année particulièrement... l'année 2018, une année particulièrement exceptionnelle, quand même. Et on a aussi là-dessus pas mal de jours de tournage de films étrangers. D'accord. Ça évolue dans le bon sens? Ça évolue plutôt dans le bon sens, ouais. Donc des équipes étrangères, mais autant, voilà, on l'a vu avec le tournage de l'équipe chinoise ou de l'équipe de Ridley Scott, qui font travailler beaucoup de gens d'ici. Ah oui. Oui, tout à fait. À chaque fois, ça reste quand même des gros tournages, des grosses machines, et c'est vrai que ça embauche quand même énormément. Ouais. C'est hyper important. David Fouché, un petit mot maintenant aussi avec vous. Merci beaucoup. C'est passionnant. De toute façon, vous êtes nombreuses et nombreux à rester aujourd'hui. On va vous donner un peu la parole. Et puis, évidemment, l'idée, c'est d'échanger, de poser vos questions et d'aller à leur rencontre. Vous allez pouvoir y aller individuellement. Alors, David Fouché, Péna produire en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes producteur, les films du temps scellé. Vous avez une double casquette, c'est assez intéressante. Un petit mot sur Péna. Oui, alors, juste, il y a eu tellement de sujets évoqués, etc. Oui. C'est d'une telle richesse, d'une telle complexité que je pense que ça doit être assez difficile pour vous de tout appréhender, de comprendre tous les enjeux, tout ce dont on parle, parce que c'est très très vaste. Peut-être qu'on va essayer, moi, quand on a la question la thématique du réseau et des associations professionnelles, parce que rien que ça en soi, c'est un sujet. Oui, moi je vais peut-être, je vais parler de la Peña. Donc moi j'ai une double casquette, je suis réalisateur, producteur, et je fais uniquement du documentaire. Donc là, c'est encore un autre monde, c'est encore une autre réalité que tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Au début, ouais.
Voilà. Et puis on a surtout abordé la dimension économique, mais il y a aussi la dimension artistique, culturelle, donc on a très peu abordé là. Donc voilà, mais c'est trop court, le temps est trop court là. Toujours. Donc la Peña, donc je vais faire court. Donc moi je suis réalisateur et producteur, donc au titre de producteur avec ma société de production qui s'appelle Les Films du Temps Scellé, je suis adhérent de l'association professionnelle des producteurs de Nouvelle-Aquitaine. Donc en gros c'est l'association des producteurs. Et cette association réunit différents profils de producteurs, hein. Il y a plus d'une vingtaine de sociétés de production et de producteurs dans cette structure. Qui est l'association principale puisqu'il y a plusieurs associations professionnelles aussi de producteurs, de techniciens aussi, parce que Calypso n'a pas été évoqué, mais il y a aussi, je sais pas, j'imagine que vous avez des relations. Ah d'accord, vous l'avez abordé. Voilà, donc pour la Peña, il y a des profils de producteurs très différents, des gens qui font de la fiction, du court-métrage, du long-métrage, du documentaire. Donc voilà, il y a des profils très variés, très différents. Et d'un producteur à un autre, la réalité, c'est ce qu'il faut que vous compreniez aussi, d'un producteur à un autre, les réalités de travail, les savoir-faire sont extrêmement différents. C'est-à-dire que c'est ça la complexité aussi, c'est que vous allez avoir deux producteurs qui vont pas du tout travailler dans les mêmes sphères, qui vont pas avoir le même raisonnement, la même façon de penser. Donc tout ça est très complexe. Sur l'intérêt des réseaux, peut-être Exactement. Mais ça a été un peu évoqué par tous les deux. C'est-à-dire professionnaliser la question des réseaux. Une association, avant tout, effectivement, c'est un lieu de rencontre pour partager effectivement des côtés positifs, des côtés négatifs, des problématiques et ce qui se passe au niveau de l'environnement régional. Ça a été très bien évoqué par toi. L'intérêt de rentrer dans ces associations professionnelles, dites professionnelles. Et c'est important aussi pour des gens qui vont démarrer dans le métier, c'est de se rapprocher, je pense, de ces associations parce que justement, il y a des échanges avec des gens qui ont plus d'expérience, des gens qui forcément qui vont pouvoir être dans la transmission, ce que vous avez fait. Pour justement pouvoir échanger et prendre conscience et puis apprendre. En fait, c'est vraiment par ce biais-là qu'on apprend. Moi, j'ai beaucoup appris, parce que comme je suis aussi documentariste, j'ai beaucoup été dans l'association des réalisateurs, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage, ça aurait été intéressant aussi. Mais j'ai beaucoup appris, moi, en devenant adhérent des différentes associations professionnelles. J'ai vraiment pris conscience des enjeux, des problématiques du métier, par le biais de ces associations et en étant aussi présent sur des rencontres professionnelles, tout simplement. Les festivals, ce sont aussi des lieux de rencontres et d'échanges, effectivement, les apéritifs qui peuvent être organisés par les associations professionnelles. L'agence aussi, l'agence du cinéma, effectivement, donc Alka, qui organise aussi des rencontres avec des réalisateurs, des masterclass, il y a tout le volet d'éducation à l'image. Donc vous avez différentes entrées qui permettent de se former, de continuer à se former. Et c'est même quand on a 10, 15, 20 ans de métier, on continue d'apprendre et de se former au sein de ces associations professionnelles parce qu'effectivement, comme ça a été évoqué aussi, les problématiques évoluent, des choses apparaissent, des anomalies nouvelles apparaissent et c'est quelque chose de toujours très mouvant. Voilà, d'où l'importance vraiment de se rapprocher et ça je pense que toutes les associations sont ouvertes alors, évidemment il y a différents niveaux. Le premier niveau c'est de venir sur un apéritif, commencer à rencontrer les gens par ce biais-là et puis après petit à petit les choses se mettent en place. Est-ce que c'est important, David, aussi, c'est intéressant d'entendre aussi toutes vos expériences. Il y a évidemment un cahier des charges, une base que les étudiants apprennent à l'école, mais dans ces réseaux, dans ces apéritifs, dans ces rencontres, savoir ce que chacun individuellement aime artistiquement dans ses goûts, se dire justement, vous disiez un jour on a une rencontre hasardeuse avec un réal, avec que sais-je, et vous vous dites ça y est, c'est à peu près la couleur artistique ou technique que moi j'ai envie de suivre dans ma carrière. Ça c'est une clé, ça. Il faut avoir un flash au-delà de la technique de base que tout le monde doit connaître. Non, c'est pas important quand on démarre, pour se démarquer, pour pas ressembler à l'autre. J'ai pas bien compris le sens de votre question là, c'est-à-dire. C'est clair ma question. L'importance de se connaître soi dans ses goûts artistiques. Ah, c'est-à-dire que oui, d'être quel chemin d'être suivre, clair personnellement dans ce qu'on veut faire, etc. Ouais. Ben, je pense que quand on sort d'une formation, c'est pas forcément tout n'est toujours pas clair dans sa tête. C'est-à-dire que et c'est effectivement les choses se clarifient dans le temps et dans la durée, suivant les rencontres, déjà bon, il y a quand même
la formation initiale, soit on est plutôt intéressé par l'aspect technique, de développer plutôt des compétences techniques, ou alors on s'intéresse à la question de la diffusion, de la distribution, ou est-ce qu'on s'intéresse à la question de l'éducation à l'image, ou vraiment on est réel de documentaire ou de fiction, donc on a quand même des entrées de départ quand on démarre une formation qui peuvent se clarifier pendant la formation ou pas, ou alors une formation aussi, ça sert aussi à faire le tri en se disant non, c'est pas du tout, je pensais qu'on a souvent des fantasmes là-dessus, dire mais non, finalement ça m'intéresse pas du tout, c'est plutôt ça qui m'intéresse, donc ça sert aussi à ça, une formation à révéler peut-être des goûts ou des choses voilà, sur lesquelles on n'était pas intéressé au départ. Moi je voudrais juste sur la question de l'émergence, et parce que ça c'est à mon avis clé, la question de l'émergence, c'est qu'est-ce qu'on fait après une formation et comment on fait pour continuer à travailler en région, parce que c'est un peu ça qui a été soulevé, ça paraît, à mon avis ça me paraît très important. Donc effectivement la structuration, voilà, que ce soit au niveau de la région, au niveau des départements, vous avez vu les différents exemples, les bureaux d'accueil de tournage, il y a une agence du cinéma, les associations professionnelles, les fonds de soutien, parce qu'en fait, les fonds de soutien, ce sont les subventions publiques données aux projets, hein, c'est ça que ça veut dire, les fonds de soutien, les fonds d'aide. Donc tout ce tissu, toute cette complémentarité des acteurs, des institutions, crée une structuration en région qui permettent effectivement de pouvoir peut-être commencer à se projeter pour travailler en région, qu'on soit artiste ou technicien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé, qui est fondamental. Après, effectivement, il y a des... alors moi, je vais parler d'un... Il y a un dispositif qu'on a mis en place avec l'agence Alka, qui était Éclat avant, TV7 Bordeaux, au festival FIPADOC. Il y a une rencontre... donc, en fait, moi j'ai aussi la casquette, je suis co-responsable du master documentaire archive à l'université de Bordeaux-Montagne, à la section cinéma. Donc en fait j'accompagne les étudiants dans leur projet de documentaire pendant 2 ans sur l'écriture, de l'idée jusqu'à la post-production. Et on a mis en place un dispositif, on s'est posé la question en fin de formation, comment on fait pour pouvoir réaliser un film, un documentaire, alors qu'on est jeune, on est en région, on n'est pas à Paris, comment on fait pour arriver à basculer dans le monde professionnel quand on est réalisateur. Et donc là, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Premier Film en région, qui se passe pendant le FIPADOC, donc c'est un festival qui a lieu à Biarritz, dont la ligne éditoriale est le documentaire. Et on a mis en place un dispositif où 8 étudiants qui sortent de formation sont sélectionnés, donc des étudiants de Bordeaux et des étudiants du CRADOC Angoulême, plus des gens qui sont passés par le bureau des auteurs à l'agence. Alors ça peut être expliqué, donc à l'agence du cinéma ici à Bordeaux, il y a un bureau des auteurs qui est là pour accueillir des gens qui sont en phase d'écriture sur des projets de films. Et donc ce dispositif-là qui a été mis en place au FIPADOC en partenariat avec l'agence et TV7 au départ, permet à 8 jeunes étudiants qui sortent de formation de pouvoir pitcher et présenter un nouveau projet de documentaire devant des producteurs aquitains, donc devant des diffuseurs locaux, donc TV7 qui était là uniquement au départ, mais maintenant il y a aussi la chaîne locale Canadoudé, la chaîne basque, c'est une chaîne locale. France 3 aussi Aquitaine commence à s'y intéresser, il y a OCTV qui a été évoqué. Donc, et à l'issue de ce pitch des étudiants, il y a des producteurs et des diffuseurs qui se positionnent sur à peu près la moitié des projets pour pouvoir permettre d'enclencher un mécanisme de production, du financement, une rencontre déjà entre un réalisateur et un producteur, un diffuseur qui permet ensuite d'enclencher peut-être des demandes d'aide et qu'un projet de documentaire puisse se réaliser après la formation. Donc ça, je donne un exemple concret, un dispositif concret qui permet de commencer à répondre à la question de l'émergence ou de continuer à travailler en région et de commencer à se professionnaliser, d'être reconnu, d'avoir une crédibilité après derrière. Ça me paraît ça me paraît intéressant comme exemple, c'est très concret. C'est vrai, c'est très concret, très intéressant. Un mot sur Kounachir, on va vous montrer quelques images. Oui, alors juste un aspect. Alors effectivement, moi je travaille vraiment en tant que producteur pour le coup en documentaire et donc je produis plutôt avec des chaînes locales ou du court-métrage cinéma. Je travaille sur des toutes petites échelles, des toutes petites économies où il n'y a vraiment pas d'enjeu économique. C'est presque un enjeu uniquement culturel. Moi je travaille presque là-dessus parce que pour tout vous dire, sur un projet comme Kounachir, un film tourné en Russie, au nord du Japon,
ça coûtait très très cher le tournage pour mon économie à moi, mais on travaille pendant 4 ans sur un projet comme ça pour une aide. Enfin, je sais pas, on a dû avoir 60 ou 70 000 euros pour faire ce film. Donc voilà. On regarde la bande-annonce. Voilà un exemple de projet artistique pas banal. Tournage complexe à l'autre bout du monde. Voilà, ça c'est ce qui fait partie aussi de la richesse de ce métier, c'est qu'on peut aller très loin dans un choix artistique et de choisir un sujet comme celui-là. Ça a été très compliqué, ça a monté par exemple. Ça a été compliqué et effectivement par contre là, c'est par rapport aux discussions avant, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que là le tournage est à l'extérieur et pour le coup, même si on travaille sur des petites échelles, évidemment on a travaillé avec des techniciens sur le film. Alors là, l'équipe, comme c'est un projet qui est vraiment du côté vraiment, c'est au nord du Japon, donc c'est vraiment à l'extrémité de la Russie. Et donc là, on a travaillé avec un chef opérateur russe qui s'appelle Gleb Teleshov, qui vient plutôt de la fiction parce qu'il il a fait l'image de Dharma Guns de F.G. Osang, pour ceux qui connaissent ce réalisateur. Et un ingénieur son aussi russe était présent sur le film parce que donc dans cette île, les étrangers sont interdits. C'est-à-dire qu'il faut être russe pour pouvoir aller sur l'île. Et donc le réalisateur du coup est d'origine soviétique parce qu'il a une 60aine d'années et il vit à Montauban. Alors il vit pas en région Aquitaine, mais il vit à Montauban. Voilà, mais il vit en France depuis 25 ans maintenant. Et, donc voilà, là j'ai travaillé avec un auteur en région, mais en région Nouvelle-Occitanie. Et l'équipe technique, c'était surtout le monteur, donc, qui était de Toulouse. Et ensuite, la post-production s'est faite ici, en région Nouvelle-Aquitaine, au studio Maelstrom, qui se trouve à côté. Maintenant, voilà, que ce soit la post-production, image et son. Voilà. Donc là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le tournage est à l'étranger, mais voilà, les quelques personnes qui ont travaillé peu de jours sur la partie technique étaient plutôt donc des emplois, ce qu'on dit dans le fond d'aide, quand on a une aide d'une région. Un des critères, c'est aussi, quand c'est pas le tournage ou quand c'est pas le réalisateur, c'est que les dépenses techniques, entre guillemets, doivent se faire dans le territoire. C'est ce qui justifie que le projet soit aidé par la région. Voilà. Donc c'est peut-être pour faire le lien un peu avec les autres intervenants. Voilà, les choses s'inversent. Là, c'est pas le territoire, on cherche pas les lieux, les décors, etc. C'est notre démarche. Mais ça montre que ça marche dans tous les sens. Oui, voilà. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas d'ordre dans la création d'une œuvre. On va avancer, désolé, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette table ronde. Je pense que tout le monde a besoin d'une petite pause. On termine avec les robes papillons. On va vous montrer des dernières petites images avec David. Et après, on fait une petite pause puisqu'il est question après d'éco-responsabilité sur les tournages avec Pauline Gilles, qui travaille à EcoProd et qui vient de Paris Exprès. Plus d'images, plus de son. Ça y est, les ordi en peuvent plus. C'est signe que c'est la pause. Merci pour la qualité de vos témoignages. Merci à vous tous. Ainsi s'achève cette conférence sur les réseaux professionnels en Nouvelle-Aquitaine que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci et à bientôt. Cette écoute vous était proposée par 3IS et a été réalisée par Manon Pédebosque avec les voix de Manon Pédebosque et Tanguy Breton.